Thomas Pesquet et son équipage s'envolent pour la Station spatiale internationale demain. Le Français promu commandant de bord pour son 2e séjour à bord d'ISS, les astronautes emportent avec eux des expériences scientifiques par dizaines, des devoirs en fait fournis par des laboratoires américains, européens, russes, chinois. Et parmi ces travaux pratiques, la vie du blob dans l'espace. C'est quoi le blob et pourquoi est-ce qu'il fascine la communauté scientifique? Pourquoi est-ce que vous allez en acheter peut-être pour vos enfants? Mon invité, c'est Mylène Durand, biologiste, spécialiste du blob. Elle en a même apporté en studio. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Bonjour Mylène Durand. Bonjour Mathieu. J'en ai un à la main. C'est quoi un blob? Alors, c'est une sacrée question. Je vais commencer à l'envers, en fait. Je vais commencer par définir ce qu'il n'est pas. Donc, ce n'est ni un animal, ni un végétal, ni un champignon. En fait, il fait partie du règne des amibozoaires et plus précisément, il fait partie de la classe des myxomycètes. Donc, c'est un groupe d'organismes encore relativement méconnus. Alors, pour expliquer un petit peu aux auditeurs, pour faire simple, le blob, c'est un organisme jaune et unicellulaire, une seule cellule. Il y a une seule cellule. C'est ça, extrêmement primitif. Il se déplace un peu de manière arborescente, on peut le voir dans la boîte, à une vitesse d'environ 4 cm à l'heure. C'est variable, mais la plupart du temps, c'est le cas. Alors vous dites jaune unicellulaire, le Parisien parlait d'un morceau de croûte de fromage gratiné, quoi. Voilà. C'est à peu près l'apparence. Je les trouve pas très sympas, mais... Parce que vous les aimez, les blobs. On va en reparler, on va surtout savoir comment vous en êtes arrivé à l'étudier. Pourquoi est-ce que ça s'appelle un blob? Parce que je voyais que son vrai nom, c'est Physarum polycéphalum. Oui, Physarum polycéphalum, c'est marrant pour faire le malin, on va dire, devant les copains, mais même les scientifiques... Moi, je le fais à la radio. Même les scientifiques étaient un petit peu lassés de prononcer son nom au complet. Et en fait, ça vient des scientifiques, ce nom, le blob. Ils se sont inspirés du film américain des années 50, donc The Blob, où il y a une sorte de créature, de monstre qui engloutit les humains, puisqu'il se déplace un peu comme notre blob à nous, mais je vous rassure, le nôtre est totalement inoffensif. Oui, il y a ce film de 58 avec Danger planétaire en français, The Blob en anglais. Il y a un remake en 88, écoutez. S'il avait un esprit, on pourrait le raisonner. S'il avait un visage, on pourrait le regarder dans les yeux. S'il avait un corps, on pourrait le détruire. Voilà un peu l'état d'esprit qui a dû amuser les scientifiques à travers ces films. Cela dit, là, moi je me dis, on prend une forme de vie quasi primitive, unicellulaire, qu'on connaît pas encore très très bien, et on l'envoie dans l'espace. C'est le scénario de base de n'importe quel film d'horreur. Oui, effectivement. Parfois, il y a une fausse rumeur qui circule comme quoi le blob est un alien. Alors, pas du tout. Le blob, il est présent depuis 500 millions à 1 milliard d'années sur Terre. Donc, il était là bien avant la séparation des continents. C'est un sacré terrien. Et c'est la journée de la Terre. Alors, il y a deux sujets. On parle de la conquête spatiale, mais aussi de cette journée de la Terre. Il y a un enjeu de biodiversité. Là, j'ai entre les mains un témoignage qui est plus vieux que les dinosaures, finalement. C'est plus vieux qu'un fossile de dinosaure. Oui. Ce que je tiens dans la main. Je vais le poser, du coup. Beaucoup comme ça, plus vieux qu'un dinosaure, oui. Et il a des capacités absolument fantastiques. On parle même de super pouvoirs. Je vais y venir. Mais d'abord, son milieu, son habitat, c'est le sous-bois humide. Ça n'a pas l'air de grand-chose comme ça, mais c'est de l'exotisme tout près de chez nous. Oui, exactement, parce qu'on trouve des blobs en France. Donc, on va le trouver dans des milieux un peu en pénombre, puisqu'il apprécie pas beaucoup la lumière. C'est son petit point faible au blob. Et ici, il est servi. Oui, voilà. Alors, il supporte pendant quelques minutes, pendant un quart d'heure, 20 minutes, mais on va dire qu'il faudrait pas prolonger. Et donc, vous pouvez le trouver en France, Physarum polycéphalum, on a cette espèce-là, et un peu partout dans le monde. On estime qu'il y a environ 1000 espèces de myxomycètes sur Terre, réparties un petit peu partout. Et vous en vendez des boîtes à 37 €. Et je pense que certains parents vont en acheter, parce quand on parle d'école à la maison en ce moment, effectivement, il y a de quoi faire des petites expériences avec les enfants à la maison, c'est typique. C'est ça. Alors, c'est super pouvoir, allons-y, parce que c'est assez fascinant. On parle de quasi-immortalité. Oui, alors, il est quasi immortel, effectivement, puisqu'il n'a pas de limite de longévité. Donc, certaines souches de blobs sont gardées depuis plus de 70 ans en laboratoire. Et les scientifiques, pendant ce laps de temps, n'ont pas détecté de signes de vieillissement. Alors, par contre, il y a une petite condition à cette immortalité, puisqu'il faut le remettre tous les 2 à 3 mois en dormance. Donc, il y a un petit procédé que j'explique. Alors, sur Europe1.fr, et je le montre, j'ai un bon blob jaune vivant, et à côté de ça, c'est la version en dormance. Alors, c'est un petit bout desséché, quoi. Un sclérote. Oui, un sclérote, c'est ça. Donc, c'est un blob en dormance. Ce qui va se passer, c'est que quand vous le remettez, vous le réveillez,
Vous allez l'humidifier, simplement le réhumidifier, ça va le réveiller. Et vous allez, non seulement vous allez le voir à nouveau reprendre vie, mais surtout ce qui est incroyable et qui fascine les chercheurs, c'est que ça remet son compteur de longévité à 0. Donc vous avez un blob tout neuf. Donc si vous le réveillez et le rendormez tous les 2-3 mois, vous pouvez le garder éternellement. Et on imagine que ça intéresse les chercheurs, que cette immortalité, ou en tout cas ce réveil régulier. Alors je disais quasi immortel, il ne craint ni l'eau, ni le feu, la lumière, vous l'avez dit. Oui. Alors il n'a pas de cerveau, à proprement parler, le blob, et pourtant, vous avez avec vous un petit morceau de labyrinthe à taille de blob, et il trouve le chemin le plus court dans un labyrinthe. C'est ça. En fait, il est capable donc de trouver son chemin le plus court, alors que c'est un organisme, comme je l'ai dit, très primitif. Il est capable de résoudre des problèmes un petit peu complexes. Donc, il est comme vous et moi. Il va être capable de se tromper, de prendre le mauvais chemin, parce qu'il n'est pas omniscient. Par contre, il a un système qui lui permet de mémoriser ses erreurs, on va dire, d'une certaine manière, ou du moins les chemins qu'il a empruntés. Et ça va lui permettre de ne jamais faire 2 fois la même erreur. Alors, ça pardonnez-moi, je m'arrête là-dessus. Ça a l'air comme ça amusant sur le labyrinthe, mais s'il ne fait pas 2 fois la même erreur, ça veut dire qu'il est capable d'apprendre. Oui, c'est ça, il est capable d'apprendre, justement, je vais rebondir là-dessus. Par exemple, il y a une autre expérience très intéressante où on l'a entraîné à supporter des substances répulsives, comme le sel. Par exemple, dans la nature, il évite plutôt le sel. Et on a constaté qu'en laboratoire, on peut lui apprendre en 6 jours à franchir des ponts de sel pour obtenir de la nourriture. C'est ça sa petite motivation. Et en fait, plus fascinant encore, c'est que non seulement il est capable d'apprendre, mais en plus, il est capable de transférer ses connaissances à un autre blob en fusionnant avec lui. Donc en 3 heures, un blob non entraîné, donc dit naïf, est capable de franchir un pont de sel qu'un blob entraîné, lui, a mis 6 jours à franchir. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que Michael Darmon, qui est assis à côté de vous, par exemple, nous pourrions fusionner et j'aurais toute sa science politique. C'est ça. La capacité du blob aussi, c'est de fusionner, et donc il peut transmettre des connaissances de cette manière-là aussi. Ça vous dit, Michael? C'est un beau projet. Fusionnons. Alors, on va revenir à Michael Darmon dans un instant, mais il y a un intérêt majeur dans la recherche autour du blob, c'est que j'ai vu qu'il se reproduit, il progresse de la même façon que des cellules cancéreuses. Oui, alors c'est ça, il est étudié en cancérologie pour ses propriétés, on va dire, de développement qui sont très similaires à celles d'un cancer. Il y a d'autres applications aussi, par exemple, il est capable de coaguler très vite, parce que si on le coupe en 2, donc vous allez avoir 2 blobs indépendants et viables, et la coagulation se fait en 2 secondes, donc il ne saigne, je mets des guillemets sur le saigne, presque pas. Et une équipe de scientifiques cherche à isoler l'enzyme responsable de cette coagulation éclair pour pouvoir éventuellement l'utiliser sur des soins humains. Alors c'est la version endormance qui se retrouvera dans la fusée SpaceX embarquée par Thomas Pesquet pour réaliser des expériences dans la Station Spatiale Internationale. On va pouvoir y comparer en fait, et d'ailleurs il y a tout un travail qui a été organisé par le CNES avec des enfants sur la planète Terre, en correspondance avec les astronautes de la Station Spatiale Internationale. Ce blob, comment est-ce qu'il évolue dans l'espace? Est-ce qu'il va évoluer en 3D? Ça c'est la question que vous vous posez sur la pesanteur. Oui, c'est ça, parce que sur Terre il va se développer donc sur des surfaces on va dire relativement planes en 2 dimensions, et la question qu'on se pose, c'est de savoir s'il va s'organiser dans l'espace, et comme il sera dans une situation de micro-pesanteur, est-ce qu'éventuellement il va se mettre à se développer en 3 dimensions? Donc la question est ouverte. Et effectivement aussi, donc si les auditeurs veulent participer de manière assez originale à la mission Alpha, il y a quelques semaines, le CNES a publié le protocole de l'expérience pour inviter tous les curieux à répliquer l'expérience chez eux. Donc l'expérience est très très simple à réaliser. Je fournis d'ailleurs dans le kit tout le nécessaire pour la refaire. Et donc vous pouvez refaire l'expérience à la maison sur Terre en même temps que Thomas Pesquet dans l'espace. C'est plutôt la classe. C'est fascinant, et je suis sûr que beaucoup vont essayer. C'est évidemment la classe. Vous allez sur lelabodublob.com. Ça c'est votre site aussi, Mylène Durand. J'ai regardé un petit peu votre parcours. Vous êtes biologiste, vous avez travaillé à l'origine sur la fourmi. Oui. Vous êtes arrivé sur le blob. Je voulais juste dire d'un mot, parce que ça c'est une autre activité que vous avez. Vous faites la promo des sciences et des maths auprès des jeunes filles de 8 à 17 ans. Oui, je voudrais juste qu'on le souligne avant la fin de l'interview. Je l'ai fait à Montréal, et je compte continuer à le faire, même si actuellement on va dire que je suis... Il faut plus de filles dans les sciences. Il faut sensibiliser les jeunes filles, et peut-être offrez-leur une boîte avec du blob. C'est assez amusant, fascinant. On va voir ce que ça donne dans l'espace, s'il pousse en 3D ou si ça tourne au scénario. Il sera filmé pendant 1 semaine, donc on va pouvoir voir son évolution. On va voir si le scénario de film d'horreur tant de fois inventé se produit. Mylène Durand, merci beaucoup. Merci. Biologiste, spécialiste du blob. Lelabodublob.com, ça c'est votre site. Et puis nous suivrons ses aventures dans la Station Spatiale Internationale. 7h54. À suivre l'édito politique. Michael Darmon est avec nous.